Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment la société évolue. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Donc bonjour à tous, je suis avec Olympe Degé. Olympe Degé qui est une bonne amie, bonjour. Bonjour. Et qui fait plein de choses différentes, mais entre autres qui réalise de la pornographie engagée, féministe. Oui, de la pornographie alternative aussi. Ouais. J'aime bien utiliser ce terme parce que disons que ça se pose comme une alternative au porno mainstream qu'on peut trouver gratuitement sur les tubes, sur Internet. D'accord. Alors juste avant de commencer, tu pourrais me redire, parce que Olympe Degé, c'est une référence à une personnalité connue. C'est qui Olympe Degé ? Olympe Degé, c'est, je crois, une des premières, enfin peut-être qu'il y en a eu avant, mais pour moi, une des premières féministes françaises qui a vécu au temps de la Révolution française, qui a milité pour le droit au divorce des femmes, qui a milité pour le droit des femmes à publier leurs écrits. Elle écrivait du théâtre et qui, malheureusement, a fini guillotinée. Comme mais beaucoup. voilà, bon. À cette période. Oui. Mais bon, une figure de femme libre, créative, passionnée, qui a vécu sans être sous la coupe des hommes. Génial. Et alors du coup, toi, t'as commencé... Enfin, quand est-ce que tu as commencé à vouloir faire du porno engagé comme ça et pourquoi tu l'as fait ? En fait, ça... je sais pas comment, à quoi remonter. Il y a beaucoup de raisons dans ma vie personnelle qui nous feraient remonter relativement loin. Il y a des raisons aussi professionnelles qui étaient que je m'étais lancée dans la réalisation de clips, de pubs petit budget, etc. Et je voulais écrire mon premier court-métrage de fiction. J'avais trouvé un sujet qui était le rapport au père, pour la faire courte, et je manquais d'inspiration. C'était, je procrastinais. J'étais pas dans le truc. Et c'est une époque où j'étais célibataire depuis peu, après une longue relation. Donc du coup, je me suis mise sur les applications de rencontres. Et j'ai eu des amants avec qui j'ai commencé à échanger. J'ai beaucoup sexté, et sexté non seulement par écrit, mais aussi des petites vidéos, des petits messages audio, des chansons, des dessins. En fait, je me suis découverte hyper créative dès qu'il s'agissait de mettre en scène ma propre sexualité. Et vraiment, je m'amusais, j'investissais dans des espèces de coques pour mettre sous l'eau mon iPhone, des objectifs. Vraiment, ça me passionnait. Et je me suis dit, là, il y a quand même un truc... je me rends compte que je fourmille d'idées quand il s'agit de parler de sexualité. Et du coup, je pense qu'il faut que je réoriente mon activité de réalisatrice vers le domaine de la sexualité, enfin de ma sexualité, de la sexualité féminine en général. Voilà. Et si j'aborde les raisons un petit peu plus historiques de mon histoire personnelle, je pense que j'avais aussi quelque chose à revendiquer de façon personnelle. J'ai eu des épisodes, rien de dramatique, mais au lycée, j'ai vécu un peu de slut-shaming. Le fait de... J'avais 2 ans d'avance, j'étais jeune, très naïve, grand machin, grande nana dégingandée, qui, lorsqu'elle avait un béguin pour un mec, avait tendance à aller voir le mec directement. Et je me suis rendu compte rapidement que socialement, c'était... Ça marchait pas très bien en France. Ouais, voilà, que ça marchait pas terrible, que les mecs avaient des réactions déjà apeurées, bon ça ok, mais que surtout, après toute la classe se marrait un peu, se disait, oh, celle-là, je dirais pas les mots qui ont été, j'ai pas envie de les redire, mais je me suis rendu compte que le fait d'exprimer son désir en tant que femme était pas quelque chose de très bien accepté. Et j'ai eu envie, du coup, un peu de taper du poing sur la table et de dire, en fait, la sexualité féminine, c'est aussi, avouable, et c'est aussi chouette que la sexualité masculine, en fait. Et c'est pas du tout le cas aujourd'hui, hein. J'ai l'impression. Par exemple, quand on demande à une femme si elle se masturbe, typiquement, on pose même pas la question à un mec. Oui, on part du principe qu'effectivement, c'est que tous les hommes se masturbent. En fait, la sexualité féminine et le désir féminin restent effectivement un sujet qui est plus difficile à aborder, je pense, même entre copines, même entre filles. J'ai peu de conversations sur la masturbation avec mes amis. Enfin, si, avec quelques amis choisis. Après, moi, j'ai l'impression que du coup, le fait d'exister dans la sphère du porno alternatif,
Du coup, j'ai plus du tout le genre de réaction que j'ai pu avoir lorsque j'étais plus jeune, parce que voilà, c'est out, c'est sur la table, je suis ce type de femme, et du coup maintenant, voilà, je suis acceptée comme ça. Quand tu dis ce type de femme, c'est une femme qui accepte sa sexualité? En fait, c'est une femme qui a une sexualité active, qui n'a pas l'impression que les désirs sont indicibles, doivent rester dans une sphère extrêmement intime, qui est juste celle, à la rigueur, soit avec soi-même, soit avec un partenaire de confiance. Mais qui pense que la sexualité est quelque chose dont on peut parler à voix haute. On peut parler de son désir pour telle ou telle personne, même si on n'est pas avec cette personne à voix haute. On peut aborder tout ce type de sujet. Et même dans mon cas, puisque j'ai été non seulement réalisatrice, mais j'ai aussi joué dans mes films et dans des films d'Erika Lust, également montrer sa sexualité, se dévoiler complètement, se mettre à poil, montrer comment on aime baiser, voilà, devant le monde entier, sans en avoir honte, sans en être embarrassé, en ayant plutôt un sentiment de fierté. Et tu penses, parce qu'en fait le porno ça a des connotations, en tout cas je pense que c'est la même chose que ce qu'on a dans la vie réelle, c'est-à-dire qu'un mec qui fait du porno, qui se tape 50 gonzesses, c'est un héros, versus la fille qui fait du porno, c'est une pauvre fille. C'est pas un truc, c'est peut-être un truc que tu essaies de casser aussi, non? Je sais pas. Je pense que, je pense pas que je puisse à moi toute seule briser les stigmas, tu vois, sur le fait que les travailleuses du sexe soient stigmatisées, etc. Après, comment dire? Moi, j'ai pas du tout souffert de ce type de perception, mais je pense que je suis extrêmement privilégiée, parce que je suis entourée de gens qui sont ouverts, qui sont intelligents, c'est-à-dire que même mon père l'a bien pris. Voilà. Mon mec m'a rencontré quand je faisais déjà ça. Il a rien à voir avec le porno. Mes amis l'ont compris, peut-être après un petit peu de temps. Mais donc du coup, moi, je suis quand même, je me sens très très privilégiée. Je pense que ça reflète pas du tout ce que peuvent vivre énormément de femmes qui ont décidé de faire du porno ou d'être travailleuses du sexe. Oui, bien sûr. Donc ça reste un problème. Mais en ce moment, il y a quand même une grosse tendance pour les travailleurs du sexe et les travailleurs du sexe à se revendiquer, à aller dans la rue, à parler de leurs droits, à montrer qu'il y a quand même une stigmatisation très très forte, et j'espère que ça fait un petit peu bouger les choses. Et puis de manière générale, j'ai l'impression que les femmes elles veulent affirmer leur sexualité beaucoup plus qu'avant, en fait. C'était pas avec tout ce mouvement féministe qui est génial, hein. Du coup il y a un vrai mouvement de revendication aussi de sa sexualité, de c'est pas sale, pour reprendre nos amis de Doc et Diffoul, mais en fait c'est normal, ouais, j'aime baiser, c'est parfait, et c'est logique. Pourquoi un mec il aimerait baiser, pas la fille, en fait? C'est vraiment ça la question. En fait, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a, en fait, déjà avec le fait qu'on parle de consentement. Déjà, on parle du coup du fait que les femmes doivent pouvoir être entendues lorsqu'elles disent non, mais doivent aussi pouvoir exprimer leur non de façon super articulée. Mais il y a aussi, du coup, je pense, la contrepartie positive. Si tu peux exprimer ton non de façon super claire, tu peux aussi exprimer ton oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'aimes quand t'es avec un partenaire plutôt... c'est très important de savoir dire j'aime plutôt ceci, j'aime plutôt cela, non, s'il te plaît, arrête ça, c'est pas mon truc, etc. Donc je pense qu'on parle beaucoup de la sexualité parce qu'il y a ce besoin des femmes de savoir dire ce qu'elles attendent, ce qu'elles aiment à leur partenaire. C'est très important que la parole se libère aussi, que les femmes commencent à parler de leur sexualité, commencent à parler et à poser des questions. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est exactement ce que j'avais en tête. Je me disais, en fait, c'est marrant. Comme le sexe féminin, il est intérieur par essence, il a fallu qu'il y ait des impressions 3D du clitoris pour qu'on sache à quoi ça ressemble, en fait. Parce qu'il y a plein de personnes, et même, je pense que, peut-être pas parmi les gens qui nous écoutent, mais il y a quand même beaucoup de monde qui savent absolument pas à quoi ressemble un clitoris. Parce qu'on imagine que c'est juste le petit bout de chair qui dépasse, alors qu'en fait, c'est bien plus complexe que ça. Ouais. Ça, c'est ouf, parce qu'il y a une gynécologue, je crois qu'elle s'appelle Odile Buisson, j'espère que j'écorche pas son nom, qui, en fait, a donné un TED Talk qui est passionnant sur, en fait, justement, ses premières échographies 3D du clitoris. Et ça date de 98. En fait, avant 98, on voyait pas les bulbes, les machins, toute la partie interne du clitoris. Et en 98, c'était aussi la date à laquelle les hommes accédaient au Viagra. Donc, c'est-à-dire que pendant qu'on savait...
le moment où on pouvait proposer aux hommes des médicaments pour leur dysfonctionnement érectile, les femmes ont commencé à peine à se dire en fait, c'est fait comment c'est quoi ce truc Donc en fait, il y a évidemment une grosse inégalité de traitement dans la médecine sexuelle vis-à-vis des hommes et des femmes. Et voilà, enfin ça c'est fou. Et il y a encore beaucoup de personnes qui savent pas à quoi ressemble un clitoris. Moi je me rappelle quand j'étais petite, il y avait un bouquin de Françoise Dolto à la maison qui m'expliquait, et ça m'a poursuivi jusqu'à je dirais mes 25 ans, qu'en fait la femme elle pouvait avoir 3 types d'orgasmes. Alors il y avait l'orgasme clitoridien, celui de la petite fille qui peut se masturber, de même 7 ans, 8 ans, comme tous les enfants voilà, qui les ressent du garçons. plaisir. Voilà. Après, il y avait l'orgasme vaginal, qui était l'orgasme lié à la pénétration, qui était l'orgasme de la femme, qui était un plaisir soi-disant plus profond, etc. Et ensuite, il y avait l'orgasme utérin. Alors là, un peu what the fuck. Mais bon, apparemment, le truc, ça te renverse, ça te secoue de spasmes de malade et tout. D'accord. Voilà, et donc il y avait cette hiérarchie. Et donc moi, j'ai grandi en me disant, il y a cette hiérarchie. Et moi, dans mes pratiques avec les hommes, j'étais plutôt sensible à des caresses externes, etc. Ouais. Donc je me disais, putain, mais j'ai une sexualité infantile, hyper complexée, du coup. Ah ouais. Jusqu'à ce qu'en fait, on se rende compte que le clitoris, en fait, de toute façon, c'est lui qui donne tout le plaisir, puisqu'il longe les parois du vagin. Et qu'en fait même la stimulation interne elle vient jouer avec le clitoris mais par l'intérieur quoi. Mais en fait il n'y a pas c'est comme le point G, c'est toujours ce fameux clitoris. En fait, on est plein la sexualité féminine est pleine de mythes et qui du coup donnent des anxiétés de performance aux femmes. Genre, j'ai pas assez d'orgasme juste avec la pénétration. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je suis vraiment une femme ou est-ce que je suis encore une petite fille ? Voilà. Tout ça, ce sont des sujets qu'il faut aborder parce que voilà, j'ai l'impression que les femmes n'ont pas accès à un vrai savoir sur leur corps, sur leur sexualité. Et la masturbation, on en revient à ta question de départ d'il y a 25 minutes. La masturbation féminine, du coup, je pense qu'elle n'est pas forcément pratiquée énormément par les femmes parce qu'il y a ce manque de connaissance de son propre corps, cette impression que c'est pas bien encore, comme si on était au 19e siècle, quoi. Mais tu sais, moi je suis assez proche avec pas mal de filles et j'ai des copines qui m'ont dit qu'elles se masturbaient pas et je trouvais ça assez choquant en fait, finalement. Parce que quand tu rentres dans des conversations comme ça, tu pars du principe, c'est vrai que c'est pas une discussion que tu as en général, mais quand tu as la conversation et que tu te rends compte qu'en fait elles le font pas, c'est très étrange finalement, parce que comment tu peux avoir une sexualité épanouie si tu connais même pas ton corps finalement. Ouais, ça c'est vraiment mon avis personnel, mais j'ai l'impression que en fait souvent quand on a un manque de satisfaction dans des relations sexuelles avec des partenaires, c'est souvent qu'on se connaît pas soi-même assez bien pour pouvoir guider des partenaires et quel que soit leur niveau d'expérience à ces partenaires-là. Et ça aide vachement de connaître son corps. Et donc la pratique de la masturbation, elle est vraiment importante pour, lorsqu'on est en face d'un partenaire, dire voilà qui je suis, voilà qui j'aime. Voilà ce que j'aime. Et est-ce qu'on va, pratiquons ça ensemble et peut-être tu vas me faire découvrir d'autres trucs, etc. Mais la masturbation, elle est hyper importante pour arriver avec un bagage de connaissance de soi-même, quoi. Et il y a eu une évolution comme avec les sextoys. Il y a eu les sextoys, c'était vachement intéressant ce qui s'est passé, parce qu'avant c'était quand même des trucs assez gros, assez sales que tu mettais dans des sex shops assez gros, assez sales aussi. Et il y a eu toute une ils ont mis des paillettes autour, quoi. C'est-à-dire que c'est devenu hyper joli. Du coup, ça a été accepté dans le monde du luxe. On porte ça à Sonia Rykiel, etc. C'est devenu vachement plus. Du coup, aujourd'hui, c'est complètement accepté qu'une femme ait son sextoy, voire c'est étrange qu'elle en ait pas entre copines, machin truc. Donc il y a aussi ce mouvement qui s'est fait, non ? J'ai l'impression dans la sexualité. Ouais, il y a une vraie démocratisation. Je pense aussi grâce à des séries. Sex and the City. Donc il y a une vraie démocratisation. Après, au-delà des sextoys, je pense que dans la masturbation féminine, dans le fait d'encourager les femmes à se masturber, je pense que le porno, il a aussi un rôle à jouer parce que, en fait, offrir donc un support d'excitation, c'est utile, ça permet de se stimuler quand son propre imaginaire ne suffit pas. Et d'ailleurs, alors ça c'est un des rares trucs scientifiques dont je vais pouvoir parler sur le porno. Il y a des études qui ont été faites sur en fait la façon dont les hommes et les femmes réagissent à des stimuli pornographiques. Donc images de base, un homme, une femme, une pénétration, voilà.
Et on entend beaucoup des choses comme quoi les mecs seraient visuels, les femmes sont beaucoup plus sur, je sais pas, les sensations tactiles, enfin les images, les mots doux, etc. Et alors en fait pas du tout. Les corps des hommes et les corps des femmes réagissent exactement de la même façon à des images pornographiques. C'est-à-dire au même moment quand le mec se met à bander, la nana va aussi se mettre à mouiller. Voilà, on réagit pareil. C'est juste que apparemment, il y a les femmes prennent moins conscience en fait des réactions de leur corps, des réactions d'excitation. En même temps, c'est moins visible. Ouais, mais bon, tu le sens quand même. Enfin, je suis pas une femme, mais tu peux si t'es un petit peu pour faire la Jean-Claude Van Damme aware de ton corps, je pense que tu peux sentir si t'es excité ou pas. Mais il y a peut-être un. Bon voilà. En tout cas, leur conclusion, c'était que les femmes prennent pas conscience de leur excitation, mais que l'excitation est là. D'accord. Voilà. Donc tout ça pour revenir au fait que les supports pornographiques, ils peuvent aider en fait à encourager la sexualité féminine et aussi justement à donner envie d'explorer des choses. C'est un rôle vraiment que le porno peut avoir pour les femmes, se dire ah mais tiens mais ça enfin voilà ce fantasme-là, je découvre que ça m'excite beaucoup. Peut-être que je vais penser à ça la prochaine fois que j'ai envie de me masturber. Ouais. Et ça, voilà, et d'ailleurs, on peut se dire que le porno, ça forme ton éducation, en particulier aux US, mais c'est vrai un peu partout, ça forme ton éducation sexuelle. C'est-à-dire qu'en fait, tu te comportes comme tu sais pas ce qu'il faut faire, parce que évidemment, personne ne va te montrer. Hein. Donc les seuls qui te montrent, c'est la pornographie. Évidemment, malheureusement, j'ai envie de dire. Hein. Et ça, on commence à peine à avoir des vrais programmes, d'éducation sexuelle. Je sais plus où c'est, je crois que c'est aux Pays-Bas qui commencent à faire des vrais programmes d'éducation sexuelle. Où c'est pas juste sur la reproduction, quoi. Ouais. Mais oui, non, mais ça, c'est quand même un vrai sujet. Moi, j'espère que quand j'aurai des enfants, il y aura des vraies propositions d'éducation sexuelle sur le sexe. Mais du coup, on reproduit ce qui se passe dans les films. Et c'est vrai, pour revenir à ton sujet sur un porno alternatif, que la femme, elle est souvent très soumise dans le porno général. Alors, ce qui peut être aussi une forme d'excitation. Hein. C'est pas du tout le propos. Mais aujourd'hui, il y a principalement que cette offre-là, on va dire. Ouais. Et moi, c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a donné envie de me lancer dans la pornographie en tant que réalisatrice. Il y a deux choses. Il y en a une première qui est un peu une digression, mais le fait que dans les années 70, la pornographie, c'était un genre cinématographique à part entière, créatif, et que ça l'est plus du tout aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de production qui mettent de l'argent, donc c'est plutôt l'inverse. Voilà, donc du coup, le porno a beaucoup perdu en créativité, en tout cas le porno auquel 99% des gens ont accès, voilà. Et la deuxième raison, c'est que le porno auquel les gens accèdent en masse, c'est du porno qui est produit, réalisé par des hommes, pour des hommes, puisqu'ils ont eux-mêmes en tête. Et ça, je me suis dit, il faut vraiment qu'il y ait des regards féminins. Le mien, je vais pouvoir l'apporter, mais il faudrait vraiment que les propositions de pornographie se multiplient, faites par des femmes, quoi, que des femmes se disent voilà moi ce qui m'excite, voilà aussi comment j'aimerais que mon corps de femme soit caressé, soit baisé, comment j'ai envie de montrer ça, que ce soit pas seulement l'image qu'ont les hommes de ce que les femmes aiment. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, quand tu parles de porno plus éthique, c'est ça que tu as en tête, parce que c'est vrai que dans le porno, on se pose pas trop la question de ce que la femme elle aime. Elle a tendance à, tu sais, dans les pornos un peu cheap, elle a tendance à crier, etc. Donc tu te dis, bon, elle doit aimer ça. Hein. Tu pars du principe que ça doit être ça. Mais en fait, c'est pas nécessairement vrai. En fait. Non, alors le porno éthique, c'est un sujet un petit peu différent, dans le sens où c'est un peu comme quand tu dis je mange bio. C'est-à-dire que ça veut dire que tu vas te soucier des conditions dans lesquelles ce que tu consommes a été produit. Donc le porno éthique, c'est surtout ça. D'accord. C'est se dire est-ce qu'il y a eu une gamine de 18 ans et un jour qui arrive d'Ukraine et qui va faire 4 tournages en 2 jours, est-ce que je tourne avec elle, est-ce que je vais exploiter des gens, est-ce que je vais les payer c'est avoir un regard sur les dérives du porno mainstream. Ovidie a fait un documentaire absolument édifiant à ce sujet, et se dire non, moi j'ai envie de proposer quelque chose d'éthique. C'est comme les
le truc fair trade, tu vois, sur ton du slow chocolat, porn, quoi. C'est surtout du porno qui paye bien les gens, qui est respectueux, c'est qui ça. fasse en sorte que les gens, que les performeurs soient bien traités. Après, moi, je pense qu'il y a aussi une dimension morale, c'est-à-dire comment est-ce que tu représentes les femmes, comment est-ce que tu représentes aussi les personnes de couleur, d'essayer de sortir des stéréotypes racistes, des stéréotypes sexistes. Une grosse bite, etc., Ouais, etc. une grosse bite, et puis il baisse violemment la petite blanche vierge qui demande que ça, ou alors les femmes blacks qui sont super chaudes tout Qui le sont temps. forcément des tigresses, hein, ouais, c'est- voilà, enfin, essayer de sortir de ces stéréotypes qui sont fatigants, éculés. Voilà. Et en même temps Et, que les gens vont chercher, je crois, non? Un peu. Mais du coup, euh, pour toi, c'est quoi le regard qu'une femme peut apporter à ce monde-là? Enfin, parce que toi, c'est aussi l'idée, c'est de se dire, en tant que femme, je peux apporter un regard qui est un peu différent. Bah oui, tout à fait. Alors là, en tant que femme blanche, du coup, je peux juste Oui, bien sûr. essayer. Ça, c'est Là, on sûr. parle de racisme. Je peux juste, moi, essayer de pointer du doigt les stéréotypes que je ne souhaite pas reproduire. Et du coup, par exemple, dans la plupart de mes films, d'ailleurs, il y a des performeurs qui sont noirs ou métis et qui sont jamais employés dans un rôle qui ait quelque chose à voir avec la couleur de leur peau. Enfin, c'est juste, voilà, Normal, ils font, ça a du voilà. bol, quoi, ouais. Mais en tout cas, sur mon regard de femme, je vais forcément, comme c'est le début de la pornographie féministe, je vais avoir un petit peu cette tendance à vouloir montrer des femmes en position de pouvoir, chose qu'on voit assez peu dans le porno mainstream, sauf quand ce sont franchement des dominats. Oui, bien Mais sûr, ça, voilà, c'est non, ça. je vais avoir envie de montrer des femmes assez puissantes, des femmes qui connaissent bien leur corps, des femmes qui réalisent leurs fantasmes. Des femmes qui disent non. Ouais, j'ai pas encore fait ça. Un porno qui s'arrêterait au bout de 30 secondes. En fait, non. Non, mais qui disent non, non, j'ai pas envie de ça, juste comme dans la vraie sexualité, non, en fait. non, alors ça, j'ai pas encore filmé de scène sur le consentement. En revanche, il y a un de mes films qui est une orgie, où les 15 premières minutes du film, c'est vraiment en fait les négociations entre tous les performeurs qui vont prendre part à l'orgie. Donc chacun expose ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Voilà, donc ça, c'est typiquement une conversation sur le consentement, mais qui pour moi, le consentement, c'est un sujet qui concerne autant les hommes que les femmes, parce qu'il y a des hommes qui aiment pas du tout qu'on leur fasse ci ou ça, et c'est, voilà. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour avoir regardé ce film-là, en l'occurrence, c'est hyper esthétique, c'est très esthétisant aussi. Je pense que ça, c'est une vraie différence avec du porno mainstream qui, lui, est moins en général. Ça, je pense que ça vient beaucoup plus de ma culture visuelle que du fait que je sois une femme. Ça vient du fait que je viens du clip, que je viens de la pub, et que du coup, de l'histoire de l'art, et que du coup, j'ai envie de faire des choses qui soient belles. Mais pour le coup, tu vois, je pense pas qu'une femme ait besoin que ce soit beau. Non, pas nécessairement. Mais du coup, je sépare bien le fait que ce soit du porno bien produit, du fait que, voilà, mon regard féminin, il va être... par exemple, il y a un de mes films où c'est une femme qui va dans un truc de pipe show, qui est derrière une cabine. C'est un peu une scène comme dans Paris, Texas, où elle prend le téléphone pour parler à la personne à l'autre bout. Elle lui demande de danser pour elle. Et donc là, je me suis fait plaisir. Il y a un batteur hyper sexy qui fait un solo de batterie. Et pendant ce temps, t'as un champion d'Europe de pole dance qui danse pour elle. Un mec, quoi. D'accord. Et donc du coup, voilà, là, je pense à moi, ce que j'ai envie de regarder, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai envie de regarder des beaux mecs qui font des trucs sexy, comme faire du pole dance acrobatique et jouer de la batterie, quoi. Et et j'espère que ça fait plaisir soit à d'autres femmes, soit à des hommes qui aiment bien voir des beaux corps d'hommes. Ouais, bien sûr. Mais voilà. Et donc du coup, mon regard féminin, il est aussi beaucoup sur le fait de filmer le corps des hommes d'une façon différente, d'une façon érotique. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup exploré dans l'érotica gay, mais pas tant que ça par des femmes. Et donc du coup, voilà, j'attache vraiment une importance à montrer la sensualité, je sais pas, d'une aisselle d'homme qui transpire, les tétons des hommes qui sont permis sur les réseaux sociaux, contrairement aux autres, et qui pourtant sont de purs instruments de plaisir, parce qu'ils servent à rien d'autre qu'à être titillés. Ouais. Donc filmer tout ça, filmer les bites, une bite qui entre en érection, toutes les phases, on le voit rarement, quand ça grossit, le petit soubresaut, la perle au bout du gland, tous ces détails.
qu'on prend pas le temps, enfin toute la beauté du corps masculin, qu'on prend pas forcément le temps de voir dans le porno mainstream en fait. Non, parce qu'en plus, je pense que... Alors, je parle pour moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui doivent penser la même chose. C'est que pour un mec, une bite, c'est assez moche, en fait. Et du coup, tu prends pas trop le temps de la filmer, parce que... Bah oui. En Bah tant que mec, oui. tu considères que c'est moche, donc tu vas pas te prendre la tête à filmer ce truc, quoi, Ouais. nécessairement. Ouais, bah ouais, non, moi je trouve ça beau, donc Ouais, mais les fois, voilà. j'essaie de communiquer mon enthousiasme. Et puis voilà, même chose pour le sexe féminin au final. Parce que, alors ça c'est un petit peu d'une... Bah, en fait, le sexe féminin, bah, t'as du mal à l'appréhender, le tien propre, hein, vu qu'il est... Enfin, à moins Il d'être est un peu contorsionniste, caché, il est difficile à... Voilà, Ouais. faut avoir un miroir et tout pour le regarder. Donc je trouve aussi que c'est important de montrer le sexe féminin, mais... voilà, pas forcément en pleine action, de le montrer voilà, doucement, de l'explorer, de montrer aussi qu'on peut, enfin, qu'une femme peut être tendre avec son sexe, peut s'en occuper avec, je sais pas, avec amour, Ouais. que voilà. Et en même temps, il est vachement... Enfin, moi, je trouve ça fou, cette tendance de chirurgie esthétique sur le sexe féminin. Enfin, tu vois, je trouve ça complètement dingue, en fait. Du coup, les femmes, elles le regardent comme suffisamment. Et il y a des hommes qui leur font des remarques, parce que sinon, j'imagine qu'elles ne même pas pris la tête. Parce qu'en général, tu te le compares pas trop entre copines. Hein. Déjà que tu vas regarder le chat, tu vas parler de tes potes. Donc, du coup, on a quand même cette tendance de je sais pas comment on appelle ça, de mise en beauté. Je sais pas ce que ça veut dire, en fait. Et ça, je sais pas si c'est pas beaucoup... colporté par justement le porno mainstream qui va imposer des corps blancs, lisses, avec des nichons refaits, avec des petites chattes parfaites, voilà, avec pas une petite lèvre qui dépasse. Mais c'est vrai que c'est comme la discussion autour des règles, la discussion autour de ce à quoi ressemble vraiment un sexe féminin. C'est important. Il y a beaucoup d'artistes en fait qui prennent la parole autour de ces sujets en ce moment, que ce soit en illustration, que ce soit en photo, mais qui font des galeries de vulves, de sexe féminin. Pour dire en fait regardez, un sexe féminin c'est pas forcément ce tout petit truc bien rentré voilà que vous voyez dans les films porno de base et là je parle même pas de la question poil pas poil, hein. C'est il peut y avoir des lèvres qui sortent, et il peut y avoir parce qu'elles peuvent être asymétriques, tout est possible, voilà. Et tout est joli en fait, c'est voilà, aimez votre corps, voilà. Et alors ce podcast il s'appelle Vlan, à qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte? Bah, à rien, je pense, parce que non, dans la vie, justement, en claquant la porte à rien, j'ai découvert plein de choses super, donc y compris la pornographie féministe. Donc non, à rien. Super. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.